Dans l'immensité du temps, il est fascinant de penser que des créatures ayant foulé la Terre il y a des millions d'années puissent encore susciter tant d'interrogations, notamment sur leur intelligence et leur comportement. La paléoneurologie, une discipline relativement récente, se consacre précisément à cette énigme. Mais comment peut-on réellement étudier l'intelligence des dinosaures à partir de leurs seuls fossiles? Cette question nous conduit à explorer un voyage entre histoire, science et technologie qui commence il y a près de 2 siècles. Les premières découvertes de fossiles de dinosaures au XIXe siècle ont avant tout provoqué un émerveillement général, mais également de nombreuses spéculations. À cette époque, les fossiles étaient principalement étudiés pour leur morphologie osseuse, la taille, la forme et la structure des squelettes. La compréhension des comportements ou des capacités intellectuelles restait très intuitive, basée sur la comparaison avec des animaux modernes. Pourtant, certains scientifiques ont très vite pressenti que le cerveau, organe central de l'intelligence, pouvait aussi se laisser approcher par le biais des fossiles. Cependant, le cerveau étant un tissu mou, il ne se fossilise presque jamais. Ce fait a longtemps limité les connaissances possibles à cet égard. La question alors s'est posée. Comment révéler les secrets d'un organe invisible dans les restes osseux? La réponse réside dans l'étude des endocrânes, ces cavités internes présentes dans le crâne, qui abritaient autrefois le cerveau. Dès le début du XXe siècle, les chercheurs ont commencé à reproduire la forme de ces espaces grâce à des techniques manuelles, telles que les moulages en latex, qui permettaient de créer des endocastes, des modèles tridimensionnels représentant la surface interne du cerveau fossile. Ces premiers moulages offraient une première fenêtre sur la taille relative et la forme approximative du cerveau des dinosaures, mettant en lumière des différences marquées entre les groupes. Par exemple, on constata que certains dinosaures théropodes semblaient posséder un volume cérébral proportionnellement plus développé, ce qui laissait penser à des capacités cognitives accrues. Toutefois, ces premières approches restaient rudimentaires et limitées par la fragilité des fossiles et par la précision des techniques. C'est au fil des décennies que la paléoneurologie s'est professionnalisée et a gagné en rigueur scientifique. Des questions clés se posaient alors. Comment évaluer l'intelligence par la seule taille du cerveau? Quels indices comportementaux pourraient être déduits des structures cérébrales? En effet, la taille brute du cerveau ne suffit pas à mesurer l'intelligence. C'est sa complexité, ses proportions relatives au corps et la spécialisation de ces différentes régions qui sont déterminantes. Les pionniers de la paléoneurologie ont ainsi commencé à comparer les endocastes de dinosaures avec ceux d'animaux actuels, notamment des oiseaux et des crocodiles, qui sont leurs plus proches parents vivants. Cette comparaison phylogénétique permit d'établir des bases pour interpréter les différentes régions cérébrales observables, comme l'hyperstriatum, lié à la motricité et la mémoire, ou l'olfactif, important pour l'odorat. De cette manière, les chercheurs ont peu à peu pu reconstruire les capacités sensorielles et cognitives possibles des dinosaures. Parallèlement, la démarche paléontologique s'est enrichie d'approches complémentaires. Outre la paléoneurologie, l'étude des traces fossiles, des empreintes de pas, des nids, des œufs et même des structures osseuses détaillées a permis d'inférer des comportements sociaux, des stratégies de chasse ou des soins parentaux. Ces éléments, associés à l'analyse cérébrale, offrent un panorama plus complet de l'intelligence possible des espèces disparues. La limite majeure à l'époque était la nature destructrice des méthodes d'investigation. La plupart des techniques imposaient la destruction partielle des fossiles pour accéder à l'intérieur des crânes. Cela fut un obstacle pour des spécimens rares et précieux. De plus, les interprétations restaient souvent spéculatives, sans preuve directe.
ce qui a nourri de nombreux mythes populaires, mêlant vérité et fiction. Il a fallu attendre le tournant du XXIe siècle pour voir l'arrivée de technologies révolutionnaires, qui offrent désormais des moyens non invasifs d'explorer le cerveau fossile. Le scanner à rayons X, notamment la tomodensitométrie, CT scan, permet de visualiser en 3 dimensions l'intérieur exact des crânes fossiles, avec un niveau de détail impressionnant. Cette technique rend possible la reconstitution numérique précise des endocastes, sans toucher physiquement aux fossiles, préservant ainsi son intégrité. En résumé, les débuts de la paléoneurologie sont un exemple remarquable de l'évolution scientifique, passant d'observations empiriques et d'hypothèses balbutiantes à une discipline effervescente combinant paléontologie, neuroanatomie comparée et technologie de pointe. Étudier l'intelligence des dinosaures à partir des fossiles, c'est d'abord apprendre à déchiffrer des traces indirectes, à interpréter des formes et des cavités, et à confronter les données anciennes aux possibilités offertes par les nouvelles méthodes. Cette quête incessante d'une meilleure compréhension nous invite à poursuivre notre exploration dans la suite, où la divergence évolutive des cerveaux chez les archosaures permettra d'approfondir comment les ancêtres communs ont évolué pour donner naissance à la diversité des dinosaures, oiseaux et crocodiliens, chacun avec leur propre potentiel cognitif. Ainsi, le regard posé sur les fossiles n'est pas uniquement un regard sur le passé figé, mais une fenêtre ouverte sur les mécanismes complexes de l'évolution du cerveau et de l'intelligence dans le règne animal, illustrant combien la science mêle patience, créativité et technologie dans son itinéraire. Pour comprendre l'intelligence des dinosaures, il est essentiel de remonter encore plus loin dans l'histoire évolutive des archosaures, ce groupe fascinant dont proviennent non seulement les dinosaures, mais aussi les crocodiliens et, plus surprenant pour beaucoup, les oiseaux. L'évolution de leur cerveau reflète une lignée complexe, marquée par des adaptations diverses qui ont conduit à des architectures cérébrales variées selon les branches évolutives. Plongeons donc dans cette histoire pour saisir comment ces groupes ont divergé, en nous intéressant aux caractéristiques cérébrales de leurs ancêtres communs et aux trajectoires évolutives qui ont façonné leur intelligence. Les archosaures, littéralement les régents reptiliens, sont apparus au Trias supérieur, il y a environ 230 millions d'années. Ce groupe comprend 2 grandes branches, les pseudosuchiens, ancêtres des crocodiliens modernes, et les ornithodiriens, qui regroupent les dinosaures, et par extension, les oiseaux. Dès leurs origines, les archosaures présentaient une organisation cérébrale qui s'inscrivait dans le cadre général des reptiles, avec toutefois quelques particularités qui laissaient présager leur diversification future. Le cerveau des premiers archosaures est difficile à cerner précisément, puisque les données fossiles directes restent rares. Néanmoins, l'étude des endocastes, les moulages internes des cavités crâniennes, à partir de crânes fossiles et des animaux actuels proches, permet d'avoir une idée générale. Ces premiers cerveaux étaient relativement simples, dominés par des structures associées aux fonctions sensorielles essentielles et à la coordination motrice, telles que le bulbe olfactif pour l'odorat, le cervelet pour la coordination et les lobes cérébraux pour les comportements instinctifs. Leur volume cérébral était modestement proportionné par rapport à la taille du corps, indiquant que ces premiers archosaures ne faisaient pas preuve d'une intelligence particulièrement développée, mais ils possédaient des capacités adaptées à leur environnement et à leurs besoins de survie. La grande divergence entre les pseudosuchiens, futurs crocodiliens, et les ornithodiriens, ancêtres des dinosaures, s'est accompagnée d'évolutions cérébrales distinctes. Les crocodiliens, par exemple,
ont conservé une structure cérébrale assez conservatrice. Leur cerveau est volumineux pour un reptile, surtout en raison d'un développement notable de l'olfactif, reflétant un sens de l'odorat très affiné. Cependant, leur cerveau montre moins de complexité au niveau des lobes cérébraux, ce qui suggère des capacités cognitives moins avancées en termes d'apprentissage ou de comportement social complexe. C'est dans la lignée des ornithodiriens que l'évolution cérébrale se déroule avec une dynamique plus marquée. Chez les dinosaures, et particulièrement les théropodes, une augmentation graduelle de la taille relative du cerveau par rapport au corps a été observée, notamment dans les régions cérébrales, correspondant aux fonctions sensorielles fines, au traitement de l'information et à la coordination motrice. Cette tendance progressive a atteint son apogée chez les oiseaux, descendants directs des dinosaures théropodes, qui possèdent des cerveaux proportionnellement très développés. L'un des aspects clés de cette évolution est la spécialisation des différentes parties du cerveau. Chez les dinosaures proches des oiseaux, on observe un développement accru du pallium, une structure cérébrale homologuée au cortex chez les mammifères, qui est associée aux fonctions cognitives avancées comme la mémoire, la résolution de problèmes et l'apprentissage. Cette transformation mériterait une attention particulière, car elle illustre comment des capacités intellectuelles sophistiquées peuvent émerger progressivement au sein de lignées, au départ apparemment similaires. Les oiseaux modernes sont donc la preuve vivante de ce parcours évolutif. Leur cerveau, bien que plus petit que celui des mammifères en valeur absolue, est extrêmement complexe et dense en neurones. Certaines espèces d'oiseaux, comme les corvidés ou les perroquets, manifestent des comportements remarquables, incluant l'utilisation d'outils, la résolution de problèmes complexes et même une forme d'apprentissage social ou culturel. Cela témoigne d'une trajectoire évolutive unique dans le monde des archosaures, où l'intelligence ne dépend pas uniquement de la taille du cerveau, mais aussi de son architecture et de la densité neuronale. À l'inverse, les crocodiliens présentent un cerveau plus primitif, mais cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Au contraire, ils démontrent des comportements sociaux, des capacités d'apprentissage et une certaine forme de mémoire. Toutefois, leur évolution cérébrale moins marquée reflète sans doute un mode de vie plus stable et moins exigeant sur le plan cognitif que celui des ancêtres des oiseaux et des dinosaures carnivores. Enfin, cette divergence au sein des archosaures illustre bien la complexité de l'évolution cérébrale, où plusieurs facteurs écologiques, comportementaux et physiologiques interviennent pour moduler le développement de l'intelligence. Il est important de souligner que ces distinctions ne doivent pas être interprétées en termes hiérarchiques simplistes, mais plutôt comme des adaptations fonctionnelles aux modes de vie spécifiques. Ainsi, l'étude de l'évolution du cerveau chez les archosaures offre un cadre précieux pour comprendre comment les dinosaures ont pu développer des capacités cognitives variées, certaines plus sophistiquées que d'autres. Ce panorama ouvre naturellement la voie à l'examen des techniques modernes qui permettent aujourd'hui d'observer ces structures cérébrales fossilisées avec une précision sans précédent, révélant chaque jour un peu plus les mystères de la neuroévolution chez ces êtres fascinants. Lorsque l'on évoque l'étude du cerveau des dinosaures et plus largement des archosaures, la question principale demeure: comment observer un organe aussi fragile et périssable que le cerveau, quand celui-ci ne laisse que peu voire aucune trace fossile directe? C'est là que les techniques modernes d'imagerie paléontologique entrent en jeu, métamorphosant notre capacité à sonder le passé invisible sous les roches et les os. En particulier, le CT scan ou tomodensitométrie, allié à la réalisation d'endocastes numériques, révolutionne actuellement notre compréhension des structures cérébrales fossilisées.
permettant d'aller bien au-delà des simples impressions globales pour décrypter les détails de l'anatomie neurocrânienne. Le principe fondamental de la tomodensitométrie repose sur la capacité des rayons X à traverser des matériaux plus ou moins denses et à produire une série d'images en coupe transversale. Assemblées, ces images offrent une représentation tridimensionnelle ultra précise des structures internes du fossile. Pour les crânes fossiles, cette technique est une avancée majeure. Elle permet de visualiser l'espace endocrânien, la cavité où le cerveau était situé, sans endommager d'aucune manière ces précieux vestiges. Avant l'arrivée du CT scan, comme nous l'avons vu, les chercheurs fabriquaient des moulages manuels de la cavité crânienne en injectant des matériaux dans les crânes fragmentés. Cette méthode, bien qu'utile, comportait des limites, notamment par sa nature invasive et souvent destructrice. Elle s'avérait aussi insuffisamment précise pour déceler les détails fins indispensables à l'étude des régions cérébrales. Grâce à la tomodensitométrie, les scientifiques gagnent donc en résolution et en finesse. Ils peuvent désormais observer les moindres reliefs et dépressions à l'intérieur du crâne, qui correspondent aux différentes parties du cerveau et aux structures associées, telles que les nerfs crâniens et les vaisseaux sanguins. L'analyse de ces données permet d'obtenir un endocaste numérique, une représentation virtuelle en 3 dimensions de l'espace occupé par le cerveau, fidèle à son anatomie passée. Cette innovation facilite l'étude comparative entre espèces fossiles et actuelles, rendant possible la mesure précise du volume cérébral, mais aussi la forme et la proportion des différentes régions. Elle ouvre la voie à des interprétations plus fines sur l'évolution des systèmes sensoriels, moteurs et cognitifs. Par exemple, l'examen des endocastes de petits théropodes, comme le troodon ou les dromaeosauridés, révèle souvent une augmentation marquée des régions liées à la vision et à l'olfaction, suggérant une intelligence peut-être plus développée que ce que la taille globale du cerveau laissait présager. Par ailleurs, le CT scan permet également la numérisation et la modélisation 3D des fossiles, facilitant ainsi leur partage mondial entre chercheurs et la réalisation d'analyses statistiques sur de larges échantillons. Cette accessibilité améliore la reproductibilité des études et favorise une meilleure intégration des différentes disciplines impliquées. Anatomie, paléoneurologie, biologie évolutionnaire. Au-delà des représentations du cerveau, le CT scan a permis de révéler des détails sur des structures associées essentielles à la compréhension comportementale. Par exemple, les cavités des canaux semi-circulaires de l'oreille interne, cruciales pour l'équilibre et les mouvements de la tête, peuvent maintenant être étudiées chez des dinosaures, fournissant des indices sur leur agilité et leur mode de vie. Ces données s'imbriquent ensuite avec celles de l'endocaste, dessinant un profil plus complet des capacités sensorimotrices. Autre avancée majeure, la réalisation d'endocastes virtuels combinés à des techniques d'analyse morphométrique avancées. Cette dernière permet de quantifier la forme des cerveaux fossiles, en extraire des courbes ou surfaces précises, et de les comparer objectivement entre espèces. Ces analyses statistiques aident à formuler des hypothèses sur des traits cognitifs, dans une démarche scientifique rigoureuse. Cependant, malgré ces progrès, certaines limites subsistent. L'endocaste ne représente que l'espace occupé par le cerveau, sans révéler directement la substance cérébrale, sa composition neuronale ou l'organisation microscopique des tissus nerveux. Par conséquent, les inférences sur les capacités intellectuelles demeurent indirectes, fondées sur des corrélations avec des espèces modernes et des observations fonctionnelles. De plus, la fossilisation elle-même peut déformer les crânes, générant des artefacts dans les images, qui nécessitent une expertise particulière pour les distinguer des caractéristiques anatomiques réelles. En ce sens, l'interprétation des données numériques
requiert des connaissances approfondies en paléontologie, neuroanatomie comparée et sciences de l'imagerie. En somme, les techniques modernes comme le CT scan, couplées à la modélisation des endocastes numériques, offrent un précieux éclairage sur l'évolution du cerveau chez les dinosaures et leurs parents archosauriens. Elles transforment des vestiges fossiles en véritables cartes tridimensionnelles du passé cérébral, permettant aux chercheurs d'appréhender la forme, la taille et la complexité de ces organes disparus. Ce progrès technologique ouvre de nombreuses perspectives pour approfondir notre compréhension des capacités intellectuelles des dinosaures et pour mieux situer leur place dans l'arbre de l'évolution des cerveaux. Ce voyage scientifique se poursuivra ensuite naturellement vers l'étude détaillée des structures cérébrales spécifiques à différents groupes de dinosaures, en explorant les différences entre saurichiens et ornithischiens, ainsi que leurs implications pour les comportements et l'intelligence. Ainsi, la paléoneurologie moderne, grâce à ses outils, repousse sans cesse les frontières de nos connaissances, comparant, mesurant et modélisant dans une quête passionnante pour redonner vie aux mystères enfouis dans les os millénaires. Pour approfondir notre compréhension de l'intelligence des dinosaures, il est essentiel d'examiner de plus près l'anatomie cérébrale des différents groupes qui composaient ce clade fascinant. Parmi les dinosaures, deux grands groupes se distinguent: les saurichiens, anges de lézard, et les ornithischiens, anges d'oiseaux. Cette distinction, fondée sur la morphologie de leur bassin, s'accompagne aussi de différences notables dans la structure de leur cerveau, avec des implications importantes sur leur comportement, leur capacité sensorielle et leur degré d'intelligence. Les saurichiens sont subdivisés en deux principaux groupes: les théropodes, en majorité carnivores et souvent bipèdes, et les sauropodomorphes, de grands herbivores quadrupèdes. À l'opposé, les ornithischiens sont un groupe très diversifié, comprenant principalement des dinosaures herbivores, connus pour leurs adaptations variées, allant des ankylosaures blindés aux hadrosaures à bec plat. L'analyse des endocastes, ces moulages des cavités endocrâniennes fossiles, qui reflètent approximativement la forme et la taille du cerveau, révèle que les cerveaux des saurichiens, et particulièrement des théropodes, sont généralement plus volumineux en proportion de leur taille corporelle que ceux des ornithischiens. Cette tendance suggère un développement plus poussé des fonctions cognitives et sensorielles chez certains saurichiens par rapport à leurs cousins herbivores. Chez les théropodes, on observe fréquemment une expansion remarquable des régions cérébrales associées à la vision et à la coordination motrice. Par exemple, les régions lobaires frontales et l'hyperstriatum, liées aux fonctions supérieures et au contrôle moteur fin, montrent des dimensions relatives plus importantes que chez de nombreux ornithischiens. Ces spécialités anatomiques corroboraient probablement une prédation active, un comportement grégaire complexe, ainsi qu'une certaine forme de chasse sophistiquée. Des exemples célèbres tels que le vélociraptor ou le troodon se distinguent ainsi par des cerveaux relativement avancés, témoignant d'un potentiel cognitif élevé et d'une capacité d'adaptation comportementale notable. Les sauropodomorphes, malgré leur imposante taille corporelle, présentent, quant à eux, des cerveaux relativement petits en proportion. Leur endocaste montre un développement cérébral plus modeste, avec une prédominance des zones liées aux fonctions basiques et aux traitements sensoriels élémentaires, suggérant que leur comportement, principalement centré sur l'ingestion massive de végétation, aurait requis moins d'adaptations cognitives complexes. Néanmoins, ce constat ne signifie pas absence d'intelligence. Leur activité sociale, leur mobilité et les éventuelles stratégies de navigation dans leur environnement auraient nécessité une certaine forme d'intelligence écologique. Chez les ornithischiens, l'anatomie cérébrale est généralement moins perfectionnée en termes relatifs
que chez les saurichiens carnivores. Leur cerveau est souvent plus petit par rapport au corps, avec des régions intellectuelles d'apparence plus rudimentaires. Toutefois, certaines familles montrent des particularités intéressantes. Les hadrosaures, par exemple, révèlent, grâce aux endocastes, un développement notable de la partie frontale du cerveau, suggérant des capacités sensorielles accrues et des comportements sociaux relativement complexes, probablement liés à la communication acoustique à travers leur crête creuse. Ces adaptations indiquent que même chez les herbivores, des comportements sophistiqués, peut-être liés à la vie en groupe ou à la défense face aux prédateurs, ont pu stimuler le développement cérébral. Une autre particularité chez les ornithischiens réside dans la taille et la morphologie du bulbe olfactif, souvent moins développé que chez les saurichiens, ce qui peut refléter une moindre dépendance à l'odorat pour leurs activités quotidiennes. Leur nez, plus souvent associé à une respiration efficace et au refroidissement plutôt qu'à la détection olfactive, indique une orientation sensorielle différente, adaptée à leur régime alimentaire et à leur stratégie de survie. Au-delà de la simple taille, l'étude fine de la forme et du développement des lobes cérébraux dévoile aussi des différences dans la manière dont les circuits neuronaux étaient organisés. Les saurichiens, en particulier les théropodes, présentent des structures plus élargies qui sont considérées comme la base de fonctions cognitives avancées chez les vertébrés, telles que la mémoire spatiale, la planification et le traitement sensoriel sophistiqué. En revanche, chez les ornithischiens, les lobes cérébraux sont souvent moins expansifs, indiquant une moindre spécialisation dans ces domaines. Cette configuration plus basique suggère des comportements relativement stéréotypés et orientés vers la routine, comme l'alimentation et la défense passive, sans exclure pour autant la présence de formes d'intelligence sociale ou environnementale. Dans l'ensemble, ces différences corroborent l'idée que l'évolution cérébrale des dinosaures s'est faite selon des trajectoires variées, le cerveau s'adaptant aux exigences écologiques et modes de vie spécifiques à chaque groupe. La prédation, la nécessité d'une coordination précise et la complexité des interactions sociales dans les théropodes ont favorisé un cerveau plus développé sur certains plans, tandis que les herbivores ont conservé des encéphalons plus modestes, adaptés à une vie souvent plus sédentaire et moins cognitive en apparence. Cette diversité cérébrale au sein des dinosaures reflète donc une large palette d'intelligence, propre à chaque groupe, et elle oriente la façon dont nous envisageons leur comportement. De plus, elle pose les bases pour comprendre que l'intelligence n'est pas une valeur fixe, mais un continuum évolutif, fortement modelé par les contraintes écologiques. Ce regard anatomique posé sur les cerveaux fossiles invite naturellement à approfondir, par la suite, les outils quantitatifs permettant de mesurer plus précisément cette intelligence relative. C'est ce que nous verrons dans la suite avec l'indice d'encéphalisation, qui comparera ces volumes cérébraux aux tailles corporelles, avant d'explorer des cas spécifiques comme celui du troodon. L'intelligence des dinosaures, tout comme celle des animaux actuels, ne peut être simplement jugée par la taille absolue du cerveau. En effet, un éléphant possède un cerveau plus volumineux qu'un corbeau, mais cela ne signifie pas qu'il est nécessairement plus intelligent en termes de capacité cognitive, adaptée à certains comportements complexes. Pour comparer objectivement l'intelligence relative entre espèces différentes, les scientifiques utilisent un indicateur appelé l'indice d'encéphalisation, souvent abrégé en EQ, encéphalisation quotient. Cet indice fait le lien entre la taille du cerveau et celle du corps de l'animal. L'idée centrale est que le cerveau occupe une part variable du poids corporel selon l'organisme étudié, et que, pour une intelligence considérée comme moyenne, le cerveau doit avoir une taille adaptée à la masse corporelle. L'indice d'encéphalisation mesure donc combien le cerveau est plus grand ou plus petit que ce qui serait statistiquement attendu pour un corps de cette taille.
un EQ supérieur à 1 suggère qu'un animal a un cerveau proportionnellement plus grand que la moyenne, ce qui est souvent interprété comme une capacité cognitive supérieure à la moyenne de son groupe. Pour calculer cet indice chez les dinosaures, les paléontologues utilisent des mesures précises obtenues par imagerie, telles que les CT scans et endocastes numériques, pour estimer le volume cérébral. Ensuite, ils doivent évaluer la masse corporelle, ce qui représente un défi majeur. Pour cela, ils s'appuient sur les dimensions des fossiles squelettiques, notamment la longueur des os longs, la circonférence du fémur ou du tibia, et des modélisations volumétriques basées sur la reconstruction des corps entiers. Ainsi, même si l'exactitude absolue reste perfectible, ces estimations permettent néanmoins de disposer de valeurs assez solides pour effectuer des comparaisons. Une fois les volumes cérébraux et corporels estimés, l'indice d'encéphalisation peut être calculé. Chez les dinosaures, il révèle une grande diversité. Certains petits théropodes, comme le troodon, réputé pour avoir un EQ relativement élevé, se rapprochent des valeurs observées chez les oiseaux modernes, accompagnant ainsi l'idée d'une intelligence plus développée. En revanche, les grands sauropodes, malgré leur masse énorme, présentent des cerveaux nettement plus petits proportionnellement, témoignant d'un EQ faible. Cette variation s'explique généralement par les différences écologiques et comportementales. Les carnivores actifs, souvent nécessitant des capacités sensorielles et motrices complexes pour la chasse, ont développé des cerveaux plus volumineux. Les herbivores, d'autre part, au mode de vie plus stable, avaient moins besoin de traitements cognitifs sophistiqués. Par comparaison avec des animaux actuels, les oiseaux et les mammifères, nous constatons que certains dinosaures se situent dans des segments d'indices d'encéphalisation proches des espèces connues pour leur intelligence. Par exemple, certains théropodes ont un EQ semblable à celui des corvidés, oiseaux réputés pour leur ingéniosité, leur apprentissage social et leur résolution de problèmes. Cela ouvre la porte à l'hypothèse que ces dinosaures, bien que disparus, possédaient des aptitudes cognitives élevées, leur permettant des comportements complexes et une adaptation fine à leur environnement. Les crocodiliens actuels, descendants des archosaures, possèdent un EQ relativement bas, témoignant d'un cerveau plus simple comparé à celui des mammifères ou des oiseaux. Ceci correspond à leur comportement généralement moins variable, mais ils n'en démontrent pas moins une intelligence suffisante pour des interactions sociales, des stratégies de chasse adaptées et des capacités d'apprentissage notables. Il faut cependant souligner que l'indice d'encéphalisation ne reflète qu'une partie de la complexité intellectuelle d'un animal. Il ne renseigne pas sur la structure interne du cerveau, la densité des neurones ou la spécialisation fonctionnelle des différentes régions cérébrales, qui influencent profondément les capacités cognitives. Par ailleurs, le contexte écologique, la forme de vie et la durée de développement jouent un rôle crucial dans la maturation de l'intelligence. Néanmoins, l'EQ demeure un outil précieux en paléontologie pour établir un cadre comparatif entre espèces disparues et vivantes. Il nous offre un référentiel objectif pour saisir les grandes tendances évolutives, en nous illustrant comment certains dinosaures ont pu s'acheminer vers des formes d'intelligence sophistiquées, tandis que d'autres ont maintenu une organisation cérébrale plus modeste, mais adaptée à leur mode de vie. Ainsi, en combinant le calcul de l'indice d'encéphalisation avec l'étude détaillée de l'anatomie cérébrale et les preuves comportementales, les chercheurs parviennent à reconstituer, peu à peu, le puzzle de l'esprit des dinosaures. On comprend alors que l'intelligence au Mésozoïque était un éventail large et nuancé, loin des clichés uniformes d'animaux purement instinctifs. Cette approche quantitative pave le chemin pour explorer des cas particuliers, comme celui du troodon, où la question d'une intelligence élevée devient particulièrement fascinante. Parmi les dinosaures théropodes,
Un groupe particulièrement fascinant pour les paléoneurologues est celui des dromaeosauridés. Ces petits à moyens prédateurs bipèdes, dont fait partie le célèbre troodon, ont longtemps été au centre de débats quant à leur niveau d'intelligence relative. Aujourd'hui, leur étude nous offre un cas d'école majeur pour comprendre comment certaines lignées de dinosaures ont pu développer des capacités cognitives plus sophistiquées. Le troodon, découvert à la fin du XIXe siècle en Amérique du Nord, est souvent cité comme l'un des dinosaures les plus intelligents concernant le Mésozoïque. Une des premières raisons tient à son indice d'encéphalisation relativement élevé. Le volume de son cerveau, rapporté à la taille de son corps, est l'un des plus importants parmi les dinosaures non aviens. Cette proportion cérébrale laisse penser à une capacité cognitive avancée, comparable à celle des oiseaux les plus intelligents d'aujourd'hui. L'examen des endocastes issus du crâne de Troodon révèle une forme cérébrale particulière, avec un développement marqué des régions liées à la vision, à la coordination motrice et potentiellement à la mémoire. Ces caractéristiques suggèrent un animal doté d'une très bonne acuité visuelle, essentielle pour la chasse et la navigation dans un environnement souvent complexe. Par ailleurs, la taille relativement importante de l'hyperstriatum, zone impliquée dans les fonctions décisionnelles et l'apprentissage, plaide pour une intelligence comportementale remarquable. Les dromaeosauridés, dont le troodon fait partie, présentent en outre plusieurs traits anatomiques liés à une grande agilité et à des comportements de chasse élaborés. Leur cerveau devait intégrer efficacement des informations sensorielles multisensorielles, ce qui nécessite un traitement neuronal rapide et puissant. Cette exigence est corroborée par la présence chez plusieurs espèces découvertes de griffes en fossiles, d'une grande souplesse cervicale et d'une musculature développée, éléments physiques qui doivent être contrôlés par un système nerveux performant. Les paléontologues ont également mis en évidence, grâce à certaines empreintes de pas, des indices tendant vers des comportements sociaux complexes chez certains dromaeosauridés. La coordination de chasse en groupe, le partage de territoire, voire des soins apportés aux jeunes, pourraient suggérer des capacités cognitives élevées allant au-delà des instincts simples. Ces hypothèses, bien que difficiles à prouver directement, s'appuient sur des comparaisons avec les oiseaux actuels, animaux eux-mêmes, issus des dinosaures théropodes, qui montrent souvent des comportements sociaux sophistiqués. Cependant, il est important de nuancer ces affirmations. Le cerveau volumineux de Troodon, bien que suggestif, ne garantit pas à lui seul une intelligence comparable aux mammifères ou oiseaux les plus avancés. La complexité interne du cerveau, la distribution neuronale et les interactions synaptiques, des aspects essentiels de la cognition, restent difficiles à évaluer à partir des seuls fossiles. De plus, certaines spéculations du passé ont parfois exagéré la capacité intellectuelle de ces dinosaures en s'appuyant sur des interprétations simplistes des données. Cette prudence n'enlève rien à l'intérêt scientifique du cas Troodon. Retrouver à travers son anatomie cérébrale les traces d'une intelligence plus élevée permet d'entrevoir une mosaïque évolutive fascinante. Les dinosaures n'étaient pas tous des créatures peu évoluées du point de vue cognitif, mais plusieurs groupes ont expérimenté des formes de spécialisation intellectuelle, adaptées à leur mode de vie. Au-delà de Troodon, d'autres dromaeosauridés comme Velociraptor, Deinonychus ou Microraptor présentent des structures cérébrales similaires, souvent proches en forme et en volume, confortant l'idée que cette famille a connu une évolution particulière vers une sophistication mentale accrue. Cela ouvre aussi des pistes passionnantes sur leur stratégie de chasse, utiliser des tactiques élaborées, anticiper les mouvements de leur proie ou coopérer au sein d'un groupe sont autant de comportements complexes liés à un cerveau performant. Enfin,
Cette intelligence supposée chez les dromaeosauridés éclaire également les origines des oiseaux modernes. En effet, ces derniers héritent du patrimoine cérébral de leurs ancêtres théropodes et ont développé, par la suite, des capacités cognitives exceptionnelles. Observer la progression de Troodon vers des formes plus raffinées, puis vers les oiseaux, révèle ainsi une continuité évolutive qui rend la famille des dromaeosauridés d'autant plus essentielle dans l'étude de l'évolution cognitive sur des millions d'années. Ainsi, le cas du Troodon et des dromaeosauridés illustre parfaitement comment l'analyse paléoneurologique croisée avec l'étude anatomique et comportementale permet de mieux appréhender les nuances de l'intelligence chez les dinosaures. Ces espèces donnent un visage plus complexe et nuancé à ces créatures fascinantes, loin de l'image simpliste d'animaux purement instinctifs, et ouvrent la voie à une compréhension plus riche de leur comportement, que nous approfondirons en explorant ensuite l'intelligence chez d'autres groupes dinosaures herbivores et leurs particularités. Les dinosaures herbivores ont souvent été relégués au second plan de l'intelligence dans l'imaginaire collectif. L'image classique présente ces géants paisibles, presque mécaniques dans leur comportement, se contentant de brouter calmement, sans grande capacité cognitive ni comportement complexe. Pourtant, les recherches récentes en paléontologie et paléoneurologie remettent en question ces stéréotypes simplistes et révèlent une facette bien plus riche et surprenante des herbivores du Mésozoïque. D'abord, il convient de rappeler que les herbivores représentaient une part considérable de la diversité des dinosaures et qu'ils occupaient divers créneaux écologiques, allant des petits dinosaures bipèdes, rapides, aux colossaux quadrupèdes, tels que les sauropodes. Chacun de ces groupes a développé des adaptations spécifiques sur le plan anatomique, sensoriel et comportemental, adaptées à leurs environnements et à leur mode de vie. L'intelligence ne saurait donc être évaluée de manière uniforme au sein de cet ensemble. À travers l'examen des endocastes et autres données cérébrales, on constate que certains herbivores, notamment les hadrosaures, ont développé des cerveaux plus morceaux que ce que l'on aurait pu imaginer. Par exemple, les endocastes d'hadrosaures suggèrent un système cérébral relativement sophistiqué, avec un développement notable des régions frontales, qui dans les vertébrés sont souvent associées aux fonctions cognitives complexes, à la mémoire et à la communication. En cohérence avec ces données, des indices comportementaux issus des traces fossiles viennent conforter cette idée. Les hadrosaures sont connus pour leurs crêtes creuses, anatomiquement complexes, qui auraient fonctionné comme des caisses de résonance. Ces structures laissent envisager une communication vocale élaborée, basée sur une variété de sons modulés, potentiellement utilisés pour la reconnaissance sociale, la défense contre les prédateurs, ou encore la coordination au sein du groupe. Une telle communication suppose non seulement une capacité d'émission de signaux, mais aussi une faculté d'interprétation et de réaction. Autant d'éléments laissant supposer une intelligence sociale développée. D'autres herbivores, tels que les cératopsiens et les ankylosaures, malgré un cerveau relativement plus petit, montrent des comportements complexes liés à la défense. L'organisation sociale, l'utilisation d'armes naturelles et la coordination lors des affrontements suggèrent une forme d'apprentissage et d'interaction qui dépasse la simple réaction réflexe. La capacité à adopter des stratégies de groupe pour faire face à des prédateurs ou pour protéger les jeunes témoigne d'une forme d'intelligence collective, même si elle diffère probablement de celle des théropodes plus intellectuels. Pour les gigantesques sauropodes, souvent perçus comme de simples machines à manger, les données sont plus nuancées. Leur cerveau est effectivement très petit par rapport à leur taille, ce qui pourrait suggérer une intelligence limitée. Cependant, cela n'empêche pas des comportements plus sophistiqués. Par exemple, la gestion de leur énorme masse, leur longévité
leur migration saisonnière sur de grandes distances et leur reproduction nécessitent une coordination complexe des fonctions physiologiques et probablement des comportements adaptés. Ces aspects soulignent l'importance de ne pas réduire l'intelligence à une simple comparaison de taille cérébrale, mais d'intégrer la notion d'intelligence écologique propre à chaque espèce. D'autre part, les fossiles offrent de nombreux indices sur la vie sociale des herbivores. On retrouve souvent des nids en colonies, des regroupements de juvéniles ou d'adultes, ainsi que des traces de déplacements groupés, ce qui montre que la vie en groupe était répandue. Cette vie sociale implique des interactions régulières, une communication et l'apprentissage collectif, autant de manifestations d'une intelligence comportementale et sociale. Enfin, il est important de noter que les avancées technologiques, telles que la tomodensitométrie et la modélisation numérique des cerveaux fossiles, ont permis de mieux comprendre les structures cérébrales associées aux capacités sensorielles des herbivores, comme la vue panoramique, l'odorat et même l'audition. Ces sens bien développés sont la base de comportements sophistiqués, nécessaires dans la cueillette, la détection des prédateurs et la communication. Ainsi, loin d'être de simples herbivores à l'intelligence limitée, nombre de dinosaures herbivores montrent aujourd'hui des signes évidents de comportements complexes, d'interaction sociale développée et d'adaptation cognitive adaptée à leur mode de vie. Ce renouvellement de la perception invite à revisiter les stéréotypes ancrés dans la culture populaire et à reconnaître la richesse comportementale souvent sous-estimée de ces créatures. Cette perspective ouvre la porte à un champ d'études passionnant, qui sera enrichi par la suite des recherches sur les mécanismes sensoriels et la communication chez les dinosaures, offrant ainsi un panorama toujours plus détaillé et nuancé de l'intelligence mésozoïque. Pour comprendre l'intelligence et le comportement des dinosaures, il est indispensable d'explorer les mécanismes sensoriels qui guidaient leur perception du monde. Bien que les fossiles ne conservent pas les tissus mous tels que les yeux, le nez ou les oreilles, les os du crâne, leurs formes et leurs structures associées ont permis aux paléontologues de reconstituer, avec un réalisme croissant grâce aux technologies modernes, les capacités sensorielles des dinosaures. Ces indices dévoilent à quel point ces animaux étaient finement adaptés à leur environnement à travers la vision, l'odorat et l'ouïe. La vision est sans doute l'un des sens les plus étudiés. Les orbites oculaires, cavités osseuses qui logèrent les yeux, fournissent des informations précieuses sur la taille relative de l'œil, et donc sur les capacités visuelles. Par exemple, chez de nombreux théropodes, les orbites sont proportionnellement larges, suggérant de grands yeux permettant une vision aiguë, essentielle pour la chasse et la détection des mouvements rapides de leurs proies ou prédateurs. En outre, l'orientation des orbites donne une indication sur le champ de vision et la perception de la profondeur. Une orientation vers l'avant, comme chez le troodon, laissait présager une vision binoculaire développée, technique indispensable pour percevoir les distances avec précision et ainsi optimiser la capture de proies. Chez certains herbivores, les orbites sont disposées plus latéralement, offrant un large champ de vision panoramique. Cela constituait un avantage pour détecter les menaces venant de différents angles, un atout pour les créatures exposées à de nombreux prédateurs en milieu ouvert. Par ailleurs, certaines preuves suggèrent que certains dinosaures possédaient des paupières flexibles et peut-être même des glandes lacrymales, détectées par la morphologie des os orbitaires, indicateur d'une vision active en grande partie diurne, mais aussi potentiellement nocturne chez certains groupes. L'odorat figure parmi les sens les plus importants pour les dinosaures, surtout pour ceux cherchant de la nourriture ou détectant des prédateurs à distance. La taille et la complexité des bulbes olfactifs
visibles dans les endocastes obtenus par tomodensitométrie, sont des éléments déterminants. Plusieurs carnivores comme le Tyrannosaurus rex montrent un bulbe olfactif particulièrement développé, renforçant l'idée qu'ils pouvaient détecter des odeurs à longue distance, facilitant ainsi la chasse à l'affût ou la localisation de charognes. Chez les herbivores, cet organe est souvent moins développé, mais n'en reste pas moins significatif, participant sans doute à la reconnaissance des plantes comestibles ou aux interactions sociales. L'ouïe, autre sens majeur, peut sembler plus difficile à évaluer, mais l'étude des osselets de l'oreille moyenne, tels que les columelles, l'équivalent de l'étrier chez les mammifères, ainsi que la forme des canaux semi-circulaires de l'oreille interne, renseigne sur la gamme de fréquences audibles et la sensibilité auditive. Certains dinosaures théropodes, à l'instar des maniraptoriens, présentaient des adaptations indiquant une audition fine et spécialisée. Cette capacité était probablement utilisée pour détecter les sons produits par leurs proies, les rivaux ou les partenaires sociaux. De manière fascinante, la morphologie des canaux semi-circulaires, essentielle pour l'équilibre et le sens de l'orientation, révèle aussi des différences liées à la locomotion. Les dinosaures agiles, capables de mouvements rapides et brusques, possédaient des canaux plus développés, signe d'un système vestibulaire performant. Ceci corrobore l'idée d'une intégration sensorimotrice complexe pour coordonner leurs actions lors de chasse ou d'évasion. Un autre aspect émergent concerne la bioluminescence ou la perception des couleurs, bien que liée indirectement à des mécanismes sensoriels. Des récentes découvertes de pigments fossiles laissent penser que certains dinosaures pouvaient percevoir les couleurs de manière raffinée, voire possédaient des structures corporelles colorées pour la communication ou le camouflage. La vision des couleurs, si elle était développée, aurait alors joué un rôle clé dans les interactions sociales et la reproduction. Enfin, il est important de souligner que la combinaison et l'intégration de ces sens, vision, odorat, ouïe, équilibre, permettaient aux dinosaures d'appréhender leur environnement de manière riche et dynamique. L'étude paléoneurologique des fossiles, couplée aux technologies d'imagerie moderne, a révélé que leur cerveau était adapté pour traiter des informations sensorielles complexes, conditionnant une variété de comportements depuis la chasse jusqu'à la vie sociale. À travers ces découvertes, le récit ancien des dinosaures comme des créatures basiques s'efface progressivement, remplacé par celui d'animaux possédant des systèmes sensoriels élaborés, une perception fine du monde et une intelligence sensorielle plus grande qu'on ne l'avait imaginé. Cette compréhension prépare le terrain pour examiner comment ils pouvaient communiquer et interagir socialement, sujet que notre prochaine étape abordera en détail. La communication est une pierre angulaire du comportement animal et un indice précieux de leur complexité sociale et cognitive. Chez les dinosaures, bien que les cris et autres sons ne se soient pas fossilisés, plusieurs indices directs et indirects tendent à démontrer qu'ils utilisaient une palette variée de moyens de communication, incluant les sons, les couleurs et d'autres signaux visuels. Ces éléments sociaux jouent un rôle majeur dans la survie, la reproduction, la défense du territoire et l'organisation des groupes. Et, pour ce qui est de la communication sonore, les fossiles apportent des preuves parfois surprenantes. Certains dinosaures, notamment chez les ornithischiens comme les hadrosaures, présentent des crânes dotés de structures creuses sophistiquées, parfois en forme de trompe ou de tube. Ces cavités, reliées aux voies respiratoires, fonctionnaient certainement comme des chambres de résonance, capables de moduler des sons complexes. Les scientifiques estiment que ces dinosaures pouvaient produire une grande variété de tonalités, sifflements ou cliquetis, utilisés pour attirer un partenaire, alerter la troupe ou intimider un rival. La diversité morphologique de ces crêtes
suggère également que chaque espèce possédait son propre timbre distinctif, favorisant l'identification sociale. La preuve de la communication par le son est renforcée par l'étude de la structure de l'oreille interne, via les endocastes, qui montrent des capacités auditives fines, capables de percevoir des fréquences variées. Cela suggère que ces dinosaures pouvaient non seulement émettre des appels complexes, mais aussi les percevoir efficacement dans leur environnement. Concernant la communication visuelle, les fossiles de certains dinosaures livrent des informations sur leurs couleurs possibles. Grâce aux analyses microscopiques de mélanosomes, des cellules pigmentaires conservées dans les plumes ou les peaux fossilisées, les paléontologues ont reconstitué des palettes de couleurs vives et variées chez plusieurs espèces. Par exemple, des nuances métalliques, irisées ou mates apparaissent sur les plumes de certains théropodes, tandis que d'autres dinosaures arboraient des patterns distinctifs. Ces couleurs servaient vraisemblablement à la reconnaissance intra-espèce, au camouflage ou encore à la mise en valeur sexuelle, comme on le constate chez les oiseaux actuels. Les dinosaures auraient ainsi utilisé des signaux visuels complexes, combinant position corporelle, mouvements et ornements colorés. On suppose aussi, notamment chez les espèces à carapace ou à armure, que les protubérances osseuses pouvaient servir de support à des crêtes colorées, développées pour la parade nuptiale ou l'intimidation. Par ailleurs, les postures et les comportements sociaux déduits des traces fossiles, comme les empilements de squelettes, les groupes en mouvement ou les nids familiaux, appuient l'idée d'une communication non verbale riche, associée à des signaux de dominance, de soumission ou de coopération. Les paléontologues interprètent notamment certaines marques de combat rituels ou d'affrontements ciblés comme des manifestations d'expression sociale complexes. D'autres hypothèses fascinantes évoquent la communication chimique à travers des sécrétions glandulaires, bien qu'il soit difficile d'en avoir la preuve directe. Néanmoins, la présence d'ornements corporels et de comportements sociaux complexes laisse penser que les dinosaures pouvaient combiner plusieurs modes de signaux pour transmettre efficacement leur message. En conclusion, même si la communication sonore, visuelle ou chimique des dinosaures n'est que partiellement accessible via les fossiles, les avancées méthodologiques et la richesse des indices recueillis convergent vers la certitude qu'ils étaient des animaux sociaux, dotés de moyens sophistiqués d'échange. Ces mécanismes leur ont permis de naviguer dans des mondes complexes, d'organiser leur vie sociale et d'adapter leur comportement aux défis de leur temps. À mesure que les technologies évoluent, il devient possible d'approfondir ces hypothèses et d'approcher un tableau de la communication à la fois riche et nuancé, que nous explorerons encore davantage en découvrant la vie en groupe et les dynamiques sociales des dinosaures dans la section suivante. L'étude des comportements sociaux chez les dinosaures constitue un domaine fascinant et en pleine expansion, révélant que loin de vivre uniquement en solitaire, de nombreuses espèces manifestaient des modes de vie grégaires complexes, voire des formes d'organisation sociale élaborées. Ces comportements collectifs sont essentiels à comprendre pour appréhender non seulement l'intelligence, mais aussi les dynamiques de survie, de reproduction et d'interaction entre individus au sein des populations mésozoïques. Les indices les plus directs proviennent des traces fossiles, notamment les pistes et empreintes multiples retrouvées en stratigraphie. On observe ainsi plusieurs sites où de nombreuses empreintes de pas sont parallèles, orientées dans la même direction et d'âge similaire. Ces pistes témoignent de groupes ayant marché ensemble, parfois sur plusieurs centaines de mètres, illustrant clairement des déplacements collectifs tels que des troupeaux ou des rassemblements sociaux. Ces rassemblements ne sont pas exclusivement liés aux herbivores, souvent supposés vivre en groupe pour la défense collective, mais concernent aussi certains théropodes, suggérant des comportements plus complexes, comme la chasse coordonnée ou la protection mutuelle.
Un autre pan fondamental est apporté par la découverte de nids fossilisés, parfois regroupés en colonies. Ces sites d'oviposition, présents chez différents groupes, révèlent des concentrations d'œufs et de couvées qui suggèrent une reproduction collective, parfois avec des soins partagés. Par exemple, les hadrosaures et certains petits théropodes ont laissé des nids en grappes serrées, indiquant que les femelles se rassemblaient pour pondre en même temps, ce qui pourrait servir à protéger les jeunes grâce au nombre ou à faciliter la surveillance par les adultes. À travers ces structures, les paléontologues infèrent non seulement une vie en groupe, mais aussi une organisation sociale structurée. La présence de juvéniles avec des adultes sur les sites peut être interprétée comme la preuve de soins parentaux ou d'une solidarité familiale, un trait comportemental lié à une intelligence sociale avancée. Les fossiles de restes squelettiques juxtapositionnés renforcent cette idée. On en trouve parfois plusieurs individus de la même espèce, voire d'âge varié, ensevelis ensemble. Cela peut résulter de catastrophes naturelles, mais témoigne parallèlement du fait qu'ils partageaient un habitat commun et des interactions sociales fréquentes. Enfin, les études des pathologies osseuses dans ces groupes, comme des fractures cicatrisées ou des infections, suggèrent aussi que certains dinosaures vivaient suffisamment longtemps pour guérir, peut-être aidés par leurs congénères. Ce facteur soutient l'hypothèse de comportements sociaux bien développés, où les animaux pouvaient s'entraider en situation de faiblesse. Ces observations renouvelées dépassent donc largement l'image archaïque de la vie solitaire et primitive, peignant un portrait de dinosaures intégrés dans des réseaux sociaux riches et adaptatifs. Ces comportements partagés favorisaient sans doute la survie collective face aux prédateurs et aux contraintes environnementales. Cette conscience sociale s'intègre parfaitement dans la continuité évolutive qui débouche sur les oiseaux actuels, eux-mêmes réputés pour leurs interactions affiliées et leur sens aigu du groupe. La vie en groupe chez les dinosaures, révélée par ces traces palpables, offre ainsi un éclairage essentiel sur leur intelligence comportementale et leur capacité à construire des sociétés complexes, toile de fond indispensable à une meilleure compréhension de leur écologie. Ce panorama prépare naturellement la transition vers le sujet suivant, qui abordera les soins parentaux et la manière dont ces dynamiques sociales se manifestaient dans la protection et l'éducation des petits, approfondissant encore le lien entre comportement social et intelligence chez ces fascinants animaux. L'étude des soins parentaux chez les dinosaures constitue un domaine particulièrement révélateur de leur capacité cognitive et comportementale. Contrairement à l'image longtemps véhiculée d'une reproduction laissée au hasard, les recherches récentes ont mis en lumière des comportements complexes de couvaison, de garde et même d'alimentation des petits dans différents clades de dinosaures, soulignant une évolution avancée de la parentalité bien avant l'apparition des oiseaux modernes. Les premières preuves directes de soins parentaux proviennent des découvertes de nids fossilisés. Certains sites comportent des centaines d'œufs groupés en structures organisées, souvent associés à des ossements d'adultes soigneusement disposés autour, ce qui suggère une surveillance attentive des œufs jusqu'à l'éclosion. Par exemple, chez les oviraptoridés, des squelettes d'adultes ont été trouvés en position caractéristique de couvaison, évoquant clairement un comportement protecteur, similaire à celui des oiseaux actuels. Ce type d'observation dissipe l'idée que ces dinosaures pique-niqueurs auraient simplement abandonné leurs œufs après la ponte. Au-delà de la couvaison, l'attention portée aux petits est également attestée par des regroupements de juvéniles d'âge similaire, indiquant que les jeunes dinos pouvaient rester ensemble sous la protection des adultes durant une période prolongée. Certains fossiles montrent aussi des différences morphologiques entre juvéniles et adultes, notamment dans la taille du cerveau et la forme des membres, suggérant une phase d'apprentissage
ou de croissance, nécessitant potentiellement une aide parentale pour la survie. Chez les théropodes, notamment les dromaeosauridés, il est probable que le soin parental ait inclus non seulement la protection, mais aussi l'alimentation des petits. Les similitudes anatomiques avec les oiseaux, excluant leurs plumes, renforcent cette hypothèse. Tout comme certains oiseaux nourrissent activement leurs petits, certains dinosaures auraient pu démontrer un comportement analogue. Par ailleurs, la présence de restes fossiles d'adultes à proximité de juvéniles ayant des plaques osseuses ou un plumage développé étaye l'idée d'une proximité durable après la naissance. La diversité de ces comportements n'est pas limitée aux théropodes. Les hadrosaures, ces dinosaures herbivores à bec de canard, ont laissé des preuves remarquables de soins parentaux. On a retrouvé des colonies de nids associées à de nombreux jeunes de différentes étapes de croissance, ce qui laisse penser à un système parental collectivement actif, ou du moins à une organisation sociale complexe protégée. Ces observations révèlent que chez ces dinosaures, la survie des petits, au premier stade vulnérable, passait par une attention particulière, qu'elle soit individuelle ou communautaire. Chez les sauropodes géants, bien que les preuves directes soient moins abondantes, certains indices suggèrent néanmoins que les adultes pouvaient protéger les jeunes. Des traces fossiles indigènes montrent des regroupements où toute la famille semblait se déplacer ensemble, protégeant les plus faibles des prédateurs et s'adaptant aux défis environnementaux. Au-delà de la simple garde, l'alimentation des petits reste un domaine encore peu éclairé, mais qui suscite un intérêt croissant. Les découvertes de fossiles de jeunes avec des dents encore en développement, associées parfois à la présence d'aliments fossilisés ou à des structures potentielles pour régurgiter ou nourrir, ouvrent la possibilité que certains dinosaures aient procuré une alimentation active à leur progéniture, comme le font les oiseaux. Cette hypothèse renforcerait encore l'idée d'une intelligence sociale et d'un comportement parental évolué. Ces différents éléments fournis par les fossiles, combinés à l'étude des proximités phylogénétiques avec les oiseaux modernes, démontrent que les soins parentaux ont une profondeur historique appréciable chez les dinosaures. Ces comportements complexes impliquent des capacités cognitives non négligeables, telles que la mémoire, la reconnaissance sociale, la planification et la sensibilisation aux besoins des jeunes. Ainsi, à travers l'observation de la couvaison, de la garde et de l'alimentation, ce que nous révèle la paléontologie redessine le portrait d'animaux possédant des stratégies reproductives élaborées, soulignant une continuité évolutive fascinante vers les comportements parentaux sophistiqués des oiseaux actuels. Ces découvertes ajoutent une nouvelle dimension à notre compréhension de l'intelligence et de la vie sociale des dinosaures, enrichissant le récit diffuseur d'une complexité comportementale et émotionnelle déjà bien ancrée dans le Mésozoïque. Au cœur de la vie des dinosaures, la compétition pour les ressources et la survie constituait un moteur central, façonnant aussi bien leur comportement que leur évolution. Comprendre ces dynamiques de lutte, de territoire et d'organisation hiérarchique entre individus ou entre espèces éclaire la complexité des interactions écologiques et sociales du Mésozoïque, révélant une palette riche de stratégies adaptatives pour faire face aux défis de leur environnement. Dès les premières découvertes paléontologiques, les traces de compétition s'expriment à travers des fossiles portant des marques de combat. Les fractures osseuses cicatrisées, les traces de morsures ou de griffures sur les squelettes témoignent de conflits intenses, parfois violents, entre individus rivaux. Par exemple, chez les théropodes carnivores comme le Allosaurus ou le Tyrannosaurus rex, certains crânes présentent des lésions parfaitement réparées, suggérant que ces affrontements pouvaient se répéter sur une durée prolongée, reflétant des rivalités pour les territoires ou les partenaires.
Mais la compétition ne se limite pas à la bagarre directe. La défense du territoire et l'établissement de zones d'influence sont des stratégies plus subtiles qui se traduisent dans l'espace par des marques parfois visibles. Des groupes de dinosaures, notamment herbivores, ont laissé des empreintes de pas répétées ou des panneaux de nidification focalisés dans des habitats définis, indiquant le contrôle d'espaces particuliers utilisés pour la reproduction, la chasse ou le repos. La hiérarchie sociale, bien que difficile à observer directement, peut être inférée par l'agencement des traces, la répartition des individus dans des groupes et la coexistence où certains animaux montrent des signes de dominance, tels que des armures plus développées ou des ornements corporels imposants qui servaient improbablement à l'intimidation ou à la parade. Chez certains hadrosaures ou cératopsiens, les défenses osseuses ou les crêtes semblaient être des marqueurs visuels de statut social within le groupe. Les interactions interspécifiques ajoutent une autre couche d'intensité aux luttes pour la survie. Dans des environnements souvent densément peuplés, herbivores, carnivores et autres groupes se côtoyaient, parfois en compétition directe pour les mêmes ressources ou en proie prédateur. Des sites fossiles montrent des preuves de cohabitation, mais aussi de succession ou de prédation. Par exemple, lorsque des restes d'herbivores présentent des traces de blessures compatibles avec des attaques de grands prédateurs. Dans cette complexité, certaines espèces ont développé des stratégies particulières de survie. La coopération, notamment chez les théropodes, comme le suggèrent certaines pistes parallèles, et la morphologie, adaptée à la chasse en groupe, témoignent d'une organisation collective, rendant la compétition plus efficiente par des tactiques coordonnées. Cette aptitude à l'entraide stratégique représente déjà un niveau conséquent d'intelligence sociale. La compétition pour la nourriture, l'habitat ou les partenaires sexuels était donc souvent un jeu d'équilibre subtil entre agressivité, prévention des conflits et coopération. Plusieurs comportements tels que les parades nuptiales, les combats rituels plutôt que mortels ou les manifestations de dominance non violente témoignent d'une régulation sociale avancée. Enfin, l'adaptation aux contraintes écologiques en milieu changeant, sécheresse, migration, variations saisonnières, impliquait des capacités cognitives élevées pour anticiper, planifier et ajuster ses stratégies. Dans ce contexte, l'intelligence ne se traduit pas uniquement par la capacité de combat ou de domination, mais surtout par une gestion optimale des risques et des ressources disponibles. En somme, la compétition et les stratégies de survie chez les dinosaures dépeignent un tableau passionnant, où lutte et coopération s'entremêlent dans des dynamiques complexes. Cela illustre que ces animaux n'étaient pas de simples machines biologiques, mais des êtres doués d'adaptation comportementale fine, capables d'interactions complexes, régis par la nécessité, la hiérarchie et parfois la solidarité. Cette compréhension prépare maintenant le terrain pour s'intéresser plus spécifiquement à la chasse chez les dinosaures prédateurs, en particulier aux tactiques coopératives et aux chasses en meute, fondées sur les traces fossiles que nous étudierons dans la prochaine section. La chasse représente sans doute l'un des aspects les plus captivants et révélateurs de l'intelligence des dinosaures prédateurs. Longtemps perçue comme une activité essentiellement solitaire et brute, la science moderne, grâce à l'analyse méticuleuse des traces fossiles et des squelettes, suggère aujourd'hui que certains dinosaures carnivores adoptaient des tactiques coopératives, voire chassaient en meute, témoignant d'une organisation sociale et d'une stratégie de groupe sophistiquée. L'une des premières preuves tangibles de comportement de chasse collective provient des traces de pas fossilifiés retrouvées dans plusieurs sites. Ces empreintes montrent souvent des groupes de théropodes se déplaçant parallèlement, à une vitesse cohérente, et parfois entourant des proies potentielles. Ces formations mobiles évoquent des structures organisées, comparables aux meutes de loups
ou de chien, que l'on observe chez certains mammifères modernes. Ce mouvement coordonné suggère non seulement une communication entre individus, mais également un partage de rôles dans la gestion de la chasse, ce qui demande un niveau élevé de cognition et de conscience sociale. Au-delà des empreintes, les fossiles d'un troupeau d'ornithomimidas, en présence d'une proie commune, ou encore certains gigantesques sites comportant des restes de dinosaures carnivores associés, ont été interprétés comme des scènes potentielles de chasse collective, ou du moins d'une prédation synchronisée. Ces découvertes renforcent l'hypothèse d'une coopération dans la poursuite et la capture des victimes. Sur le plan anatomique, plusieurs théropodes montrent des adaptations compatibles avec ce mode de vie. Leurs membres postérieurs agiles, leurs griffes acérées et une musculature puissante indiquent une grande vitesse et une excellente coordination motrice. Par exemple, les dromaeosauridés, connus pour leur rapidité et leur intelligence relative, sont souvent considérés comme des candidats privilégiés à la chasse en groupe. De plus, l'observation de certains crânes et de la disposition de leurs dents suggère des comportements spécialisés lors de l'attaque, comme la capacité à immobiliser ou déchiqueter la proie avec une stratégie collective. En s'appuyant sur les analogies avec les oiseaux, descendants directs des dinosaures théropodes, on peut également supposer que certaines formes de coordination vocale ou gestuelle servaient à réguler la chasse en groupe, à avertir des dangers ou à motiver la poursuite. Les découvertes de crêtes creuses dans certains dinosaures, capables de produire divers sons, renforcent l'idée que la communication jouait un rôle crucial dans ces activités. Cependant, malgré ces avancées, la chasse en meute chez les dinosaures reste un sujet débattu. Certains paléontologues restent prudents, soulignant que les preuves, bien que suggestives, ne permettent pas toujours d'exclure des rassemblements temporaires pour d'autres raisons, comme la migration ou l'agrégation autour de points d'eau. De plus, la dynamique des groupes peut différer selon les espèces, leur taille ou encore leur environnement. Tout de même, la possibilité d'une chasse coopérative reflète un haut degré d'intelligence et une organisation sociale complexe, loin des préjugés hérités du passé. Elle nous invite à imaginer des prédateurs capables de planification, de division des tâches et de collaboration pour augmenter leurs chances de succès. Des comportements qui témoignent d'une cognition avancée. Cette vision nouvelle installe les dinosaures carnivores dans un paysage comportemental bien plus sophistiqué, où la violence n'est pas synonyme de chaos, mais s'exprime dans des codes sociaux et des stratégies efficaces. Ce portrait prépare la voie pour aborder les combinaisons d'adaptation et défense, développées face à ces prédateurs, thématique que nous explorerons en détail dans la section suivante. Face aux innombrables dangers de leur environnement, les dinosaures ont développé une étonnante variété de comportements de défense et d'adaptation, destinés à maximiser leurs chances de survie face aux prédateurs. Ces stratégies, qui mêlent innovation anatomique et comportements sociaux ou individuels, reflètent non seulement des réponses évolutives efficaces, mais aussi un certain degré d'intelligence et d'adaptabilité comportementale. L'une des manifestations les plus spectaculaires de défense est l'apparition, chez plusieurs groupes, d'armures corporelles. Ces structures externes ont évolué indépendamment chez différentes lignées d'herbivores, témoignant de pressions sélectives fortes dues à la prédation. Les ankylosaures, par exemple, sont célèbres pour leur cuirasse osseuse, formée de plaques osseuses appelées ostéodermes, souvent associées à une massivité importante et une queue terminée par une massue redoutable. Cette armure agissait comme un véritable bouclier, dissuadant les attaques des prédateurs tels que les tyrannosaures, voire leur infligeant des blessures sévères en cas d'affrontement frontal. De même, les stégosaures arboraient de grandes plaques osseuses tranchantes le long du dos, possiblement utilisées pour impressionner ou comme moyen de défense physique. Leur tail spike, appelé
tagomiseur, était un arsenal naturel, susceptible de blesser gravement un attaquant. Ces adaptations ostéo-animales représentent une solution passive et néanmoins efficace pour contrer les prédateurs. Parallèlement, certains herbivores, moins protégés, surgiraient des comportements sociaux défensifs. Le regroupement en troupeaux, déjà évoqué, est une stratégie collective permettant une vigilance accrue face aux prédateurs, ainsi qu'une protection mutuelle grâce au grand nombre. Certains sites fossiles témoignent de déplacements en groupe importants, où l'effet de dilution rendait l'attaque contre un individu isolé plus difficile. De plus, la coordination des membres du groupe, comme l'indiquent des postures ou trajectoires simultanées dans les pistes fossiles, révèle une conscience sociale utile à ces stratégies de course ou d'évitement. La fuite, bien sûr, reste un moyen primordial de défense, notamment pour les dinosaures plus légers et agiles. Les théropodes rapides et les petits ornithischiens pouvaient compter sur leur vitesse, leur agilité et leur capacité à se faufiler dans des environnements complexes pour échapper aux prédateurs. La finesse de leur sens, présentée précédemment, leur permettait d'anticiper le danger et d'adopter des voies d'évasion adaptées. En outre, certains dinosaures ont manifesté des comportements de leurre ou de distraction. Par exemple, des individus auraient pu utiliser leur queue ou des parties colorées pour attirer l'attention du prédateur sur des zones non vitales afin de faciliter la fuite. Ces tactiques, bien que difficilement prouvables fossilement, sont suggérées par les structures corporelles et les analogies avec les comportements observés chez les oiseaux actuels. Au-delà de ces adaptations individuelles ou collectives, certains dinosaures ont pu développer des stratégies défensives plus complexes, telles que la mise en place d'alertes sonores via des cris d'alarme ou la formation de groupes protecteurs autour des membres vulnérables du troupeau, un comportement que l'on retrouve chez certains oiseaux et reptiles modernes. Ces divers modes de défense conjuguent donc des réponses adaptées afin d'augmenter la survie, reflétant un effort continu des dinosaures pour s'ajuster face à la pression constante des carnivores. Ils témoignent d'une intelligence comportementale pragmatique, où la connaissance de l'environnement, la reconnaissance des menaces et la coordination sociale jouent un rôle crucial. Finalement, ce panorama des comportements de défense nous invite à comprendre que les dinosaures n'étaient pas de simples proies passives, mais bien des acteurs dynamiques de la chaîne alimentaire, usant d'armes naturelles, de tactiques sociales et de réflexes aiguisés pour persévérer dans des écosystèmes souvent hostiles. Ce contexte donne un avant-goût des stratégies plus actives que nous explorerons ensuite, en particulier celles liées à la chasse et aux relations entre prédateurs. L'alimentation représente un axe fondamental dans l'étude des dinosaures, non seulement parce qu'elle conditionne leur survie, mais aussi parce qu'elle révèle des adaptations complexes, influençant profondément leur comportement et leur intelligence. La spécialisation écologique des dinosaures, à travers leurs outils crâniens, tels que les becs, les dents et d'autres structures associées, offre une véritable fenêtre sur leur mode de vie, leurs interactions avec l'environnement et la sophistication cognitive nécessaire à leur alimentation. Les dinosaures herbivores, qui constituent une grande majorité des espèces, ont développé des becs et des dents particulièrement adaptés à la sélection, la découpe, voire la mastication de végétaux variés. Par exemple, les ornithischiens comme les hadrosaures possédaient des becs cornés robustes associés à des batteries dentaires impressionnantes, composées de dizaines, voire de centaines de dents, disposées en rangées multiples. Ces batteries permettaient un broyage efficace de la matière végétale, parfois extrêmement coriace, comme les fougères ou les conifères. Cette spécialisation dentaire reflète une ingénierie biologique complexe,
nécessitant sans doute une certaine maîtrise comportementale pour la manipulation et la mastication, ainsi qu'une adaptation alimentaire spécifique en fonction de l'habitat. De même, les cératopsiens arboraient un bec puissant et de larges dents tranchantes, adaptées à la découpe de plantes coriaces, tandis que les ankylosaures utilisaient un arsenal mixte entre armure et dentaire pour traiter leur alimentation. Ces outils crâniens permettent d'inférer des comportements alimentaires sophistiqués, comme la sélection de plantes spécifiques, des patterns de brouteurs sélectifs et une organisation temporelle des repas pour optimiser l'absorption des nutriments. Chez les dinosaures carnivores, les adaptations buccales sont également une source précieuse d'informations. Les dents aiguës, souvent en forme de poignard, étaient conçues pour saisir, déchirer et couper la chair. Les théropodes présentaient une diversification notable de la forme dentaire selon leur proie et leur technique de chasse. Le Tyrannosaurus rex, par exemple, avait des dents robustes capables de broyer des os, tandis que le Vélociraptor possédait des dents plus fines pour une morsure rapide et précise. Ces structures ne se limitent pas à des outils passifs. Elles impliquent également des comportements alimentaires complexes, reflets d'une intelligence adaptée. La gestion de la proie, la capacité à déchirer à des endroits précis ou à mordre en évitant de perdre ses dents, témoignent d'une habileté fine et d'une mémoire comportementale. Le rôle du cerveau est crucial dans cette intelligence alimentaire. Il faut en effet coordonner la perception sensorielle, vue, odorat, toucher, avec les fonctions motrices précises nécessaires à la manipulation de la nourriture. Par exemple, manipuler un bec pointu pour cueillir une plante spécifique ou ajuster la puissance de la morsure en fonction de la résistance de la proie suppose une planification et un apprentissage complexe. Certaines dents fossiles montrent même des signes d'usure spécifiques, suggérant que certains dinosaures consommaient des aliments variés ou qu'ils adaptaient leurs techniques alimentaires au fil du temps, voire selon l'âge ou la saison. Cette plasticité alimentaire est un signe d'intelligence adaptative, permettant de relever des défis écologiques fluctuants. Enfin, la spécialisation alimentaire se reflète aussi dans les niches écologiques que les dinosaures occupaient. La diversité des formes de bec, dents et crâne atteste une partition fine des ressources, limitant la compétition interspécifique et favorisant la coexistence dynamique. Comprendre cette partition permet de saisir l'ingéniosité des dinosaures dans l'exploitation de leur environnement, une ingéniosité aussi bien physique que cognitive. Ce panorama complexe, lié à l'alimentation, s'inscrit dans une logique évolutive où l'intelligence alimentaire, c'est-à-dire la capacité à sélectionner, manipuler et digérer efficacement les ressources, joue un rôle clé dans la diversification et le succès des dinosaures. L'étude des outils crâniens nous conduit ainsi à une meilleure compréhension des comportements alimentaires spécifiques, traduisant à la fois une adaptation morphologique et un savoir-faire comportemental, ouvrant la voie vers des formes d'intelligence concrètes et pragmatiques, adaptées au mode de vie de chaque espèce. Ce fil rouge alimentaire nous conduira bientôt à explorer le développement, la croissance et l'apprentissage chez les dinosaures, en analysant ce que révèlent les fossiles de juvéniles et adultes sur la transmission des savoirs et l'évolution de leur intelligence. La compréhension du développement, de la croissance et de l'apprentissage chez les dinosaures s'appuie sur une analyse minutieuse des fossiles de juvéniles et d'adultes, offrant ainsi une fenêtre précieuse sur leur ontogenèse, c'est-à-dire sur les étapes de leur maturation individuelle, ainsi que sur les capacités cognitives qui pouvaient évoluer au fil de leur existence. Cette étude permet d'entrevoir le lien profond entre développement biologique et acquisition progressive de comportements adaptés à l'environnement et à la vie sociale. Les fossiles de jeunes dinosaures
souvent mieux conservés qu'on ne l'imaginait, révèlent que, contrairement à certaines idées reçues, la croissance des dinosaures n'était pas homogène, mais présentait des phases différenciées, parfois rapides, parfois plus lentes. Par exemple, chez certains théropodes comme le Tyrannosaurus rex, les juvéniles avaient déjà une morphologie allongée et agile, adaptée à une vie potentiellement plus active et indépendante, tandis que chez les sauropodes, la croissance pouvait être très longue et progressive, nécessitant une période prolongée de dépendance aux soins parentaux. Ces preuves anatomiques, combinées à l'étude des osselets, des crânes et des plaques osseuses, montrent que les changements structuraux au cours du développement s'accompagnaient très probablement d'une évolution des capacités sensorielles et cognitives. Le cerveau, bien que difficile à observer directement, a certainement augmenté en volume et en complexité relative, comme le suggèrent les endocastes, issus de fossiles juvéniles, comparés à ceux des adultes des mêmes espèces. Cette croissance cérébrale impliquait la maturation de fonctions motrices, sensorielles, mais aussi cognitives, telles que la mémoire et l'apprentissage. L'existence d'apprentissages sociaux et environnementaux peut être déduite de plusieurs indices. Par exemple, la présence de groupes mixtes associant adultes et jeunes, ainsi que des traces de passage de savoir-faire, comme des techniques de chasse ou de broutage adaptées, laissent penser que les juvéniles bénéficiaient d'un enseignement ou d'une transmission culturelle rudimentaire. Des études approfondies sur les pathologies osseuses chez les jeunes animaux suggèrent aussi que ceux-ci survivaient souvent à des blessures grâce à une prise en charge partielle, traduisant une forme d'attention de la part des adultes. Cela indique non seulement des soins physiques, mais peut aussi témoigner d'une relation dynamique où les jeunes apprenaient en observant ou en imitant les adultes, processus essentiel à tout système d'apprentissage social. Sur le plan comportemental, cette période de croissance offre un cadre propice à la plasticité comportementale. Les jeunes, moins expérimentés, devaient intégrer progressivement les repères de leur environnement, apprendre à éviter les prédateurs, à se socialiser ou à chasser efficacement. Ces hypothèses sont renforcées par les analogies avec les oiseaux et reptiles actuels, chez qui la maturation cognitive suit souvent un processus similaire, étalé dans le temps. De plus, certaines découvertes démontrent que la taille relative du cerveau des juvéniles est parfois plus importante que celle des adultes, suggérant que le cerveau jouait un rôle crucial dans les premières étapes de la vie, favorisant la plasticité cérébrale et l'acquisition rapide de savoirs nécessaires à la survie. En résumé, les fossiles de juvéniles et d'adultes ne témoignent pas simplement d'un changement physique, mais révèlent aussi un processus évolutif profond, où croissance, développement cérébral et apprentissage s'entrelacent pour modeler l'intelligence et la capacité d'adaptation des dinosaures. Cette dynamique offre un éclairage essentiel sur leur comportement, soulignant l'importance des phases juvéniles dans l'évolution des espèces. Cette exploration ouvre la voie à la compréhension des réseaux sociaux et des formes d'apprentissage collectif, qui seront au cœur de la prochaine section sur la transmission culturelle et les analogies avec les oiseaux actuels, approfondissant ainsi la richesse cognitive des dinosaures. L'étude des réseaux sociaux chez les dinosaures, bien que complexe à partir des seuls vestiges fossiles, ouvre des perspectives fascinantes quant à leur intelligence sociale et à la manière dont ils ont peut-être transmis des informations ou appris collectivement, en s'appuyant sur les analogies avec les oiseaux modernes, qui sont issus directs des dinosaures théropodes. Les paléontologues peuvent formuler des hypothèses éclairantes sur la nature des interactions sociales, la transmission culturelle et l'apprentissage collectif chez ces créatures disparues. Les oiseaux actuels présentent une grande diversité de comportements sociaux, allant de la simple vie en groupe
à des structures hiérarchisées complexes et des stratégies collaboratives sophistiquées. Ces comportements reposent sur une capacité à communiquer efficacement, à transmettre des savoirs et à s'adapter collectivement à leur environnement. Si l'on considère l'évolution comme un continuum, il est raisonnable de penser que les ancêtres dinosaures, des oiseaux, possédaient déjà de telles aptitudes qui ont pu être partiellement héritées, voire enrichies, au fil des millions d'années. Les traces fossiles fournissent plusieurs indices corroborant l'existence de comportements sociaux avancés. Par exemple, on trouve fréquemment des sites où plusieurs individus de dinosaures, jeunes comme adultes, cohabitaient, souvent dans des contextes qui suggèrent la formation de groupes stables. Ces rassemblements ont pu favoriser les échanges sociaux, essentiels à la transmission des connaissances, que ce soit par le biais d'imitation, de vocalisation ou de gestes. Par ailleurs, certains dinosaures, en particulier les théropodes maniraptoriens, présentaient des comportements d'apprentissage qui s'apparentent à ceux des oiseaux. On peut imaginer que des jeunes observaient et reproduisaient les techniques de chasse, de reconnaissance de nourriture ou d'évitement des prédateurs, sous la supervision de leurs parents ou membres du groupe plus expérimentés. Cette dynamique d'apprentissage collectif implique une intelligence adaptative, sensible aux apprentissages culturels, un phénomène auparavant considéré comme réservé aux seuls mammifères ou oiseaux modernes. La transmission culturelle chez les dinosaures pourrait également s'être manifestée à travers des comportements liés à la communication, la construction de nids, la parade sexuelle ou la défense du territoire. Les variations dans les structures visibles, comme la forme des crêtes ou la production de sons, témoignent de codes sociaux potentiellement transmis d'une génération à une autre, impliquant donc un certain degré d'enseignement ou d'apprentissage non génétique. Les parallèles avec les oiseaux soulignent aussi l'importance des interactions répétées dans ces réseaux sociaux. Les jeunes apprennent à reconnaître les signaux spécifiques de leur groupe, à coopérer pour chasser ou se défendre, ou encore à entretenir des liens sociaux qui favorisent la cohésion du groupe. Ces expériences collectives sont essentielles pour la survie et la reproduction, et relèvent forcément de mécanismes cognitifs avancés. Toutefois, il convient de noter que la nature exacte de ces réseaux sociaux demeure partiellement hypothétique, tenant compte des limites de l'interprétation fossile. Les analogies avec la vie aviaire offrent un référentiel solide, mais il est indispensable de rester prudent et de considérer l'évolution des comportements comme potentiellement différentes selon les groupes et les époques. En conclusion, l'analyse des réseaux sociaux des dinosaures via les fossiles, enrichie par l'observation des oiseaux actuels, révèle un panorama prometteur où la transmission culturelle et l'apprentissage collectif jouent un rôle majeur dans le développement de l'intelligence. Cette vision d'un passé animal dynamique, interconnecté et apprenant, invite à repenser les dinosaures non seulement comme des créatures physiques impressionnantes, mais aussi comme des acteurs cognitifs capables de vivre et évoluer dans des sociétés complexes. Cette compréhension intégrée prépare naturellement l'exploration ultérieure des limites de l'interprétation des comportements fossiles, où mythes et certitudes se mêlent, défiant la scientificité la plus rigoureuse, sujet que nous aborderons dans la section suivante. L'étude du comportement des dinosaures à partir des fossiles est une entreprise fascinante, mais elle comporte aussi d'importantes limites qu'il convient de bien comprendre afin d'éviter les erreurs d'interprétation, les excès d'enthousiasme et les mythes populaires. Les restes fossiles, même exceptionnels, offrent une image figée d'une réalité passée, parfois fragmentaire, que les scientifiques doivent déchiffrer avec prudence, en restant conscients des zones d'ombre, des incertitudes et des extrapolations parfois trop audacieuses. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit
que la fossilisation est un processus rare et sélectif, qui ne conserve qu'une fraction infime de ce que ces animaux étaient réellement. Les tissus mous, indispensables à la compréhension détaillée des comportements, tels que muscles, peau, organes sensoriels, cerveau, se dégradent rapidement et disparaissent. Par conséquent, presque tout ce que nous savons repose sur des structures dures, principalement les os et parfois les empreintes, qui racontent une histoire partielle. Cela engendre une première grande limite. Les interprétations du comportement sont indirectes. Par exemple, une trace de pas peut indiquer un déplacement groupé, mais il est impossible de savoir avec certitude si cela correspondait à un comportement social actif ou à une coïncidence due à des conditions environnementales. De même, l'existence d'un sac d'œufs regroupé ne garantit pas forcément des soins parentaux complexes, mais peut simplement traduire une stratégie de reproduction rudimentaire. Ensuite, il y a le risque des extrapolations injustifiées, parfois nourries par des analogies avec les animaux actuels. Comparer les dinosaures aux oiseaux ou aux reptiles modernes est pertinent mais comporte ses limites. Les modes de vie, les pressions écologiques et les structures cérébrales pouvaient différer profondément. Une organisation sociale observée chez un oiseau contemporain ne se retrouve pas forcément chez son ancêtre disparu. Certaines hypothèses, notamment concernant la cognition ou la communication, peuvent ainsi s'appuyer sur des parallèles incertains. Le mythe est également un ennemi fréquent. Depuis les premières découvertes, l'imaginaire populaire a souvent surinterprété les traces laissées par les dinosaures en affichant des scénarios sensationnels. Chasse coordonnée, comme chez les lions, comportement quasi-humain ou langage complexe. Si ces hypothèses peuvent stimuler la curiosité, elles doivent être rigoureusement confrontées aux données scientifiques pour éviter les désillusions et le discrédit à long terme. Enfin, même les techniques les plus modernes, comme la tomodensitométrie, ne peuvent révéler que la forme extérieure des structures cérébrales ou la taille relative des organes sensoriels, sans information sur leur fonctionnement exact. La cognition, l'apprentissage ou les émotions restent des domaines où la science doit respecter une part d'incertitude. Conscients de ces limites, les scientifiques appliquent des méthodes rigoureuses. Ils multiplient les sources d'informations, combinent analyses anatomiques, contextuelles, paléoécologiques et comparent systématiquement avec des données actuelles sans chercher à forcer des analogies. Ils élaborent ainsi des hypothèses testables, évolutives, ouvertes à la révision au gré des découvertes. En définitive, l'étude du comportement des dinosaures à partir des fossiles est un exercice délicat, qui oscille entre imagination prudente et empirisme rigoureux. Reconnaître les incertitudes et les limites constitue un fondement indispensable pour avancer dans la connaissance réelle de ces animaux disparus. Ce réalisme scientifique enrichit notre compréhension et pave la voie à des méthodes nouvelles, comme la reconstitution numérique ou la robotique, qui seront au cœur de nos prochaines explorations, pour révéler toujours mieux l'intelligence et le comportement des dinosaures. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années, une longue période au cours de laquelle la planète a connu des fluctuations climatiques majeures, des changements d'environnement profonds, ainsi que de multiples catastrophes naturelles. Ces bouleversements ont mis à rude épreuve la survie des espèces, sollicitant non seulement leur capacité physique, mais aussi leur plasticité cognitive et comportementale. L'étude des dinosaures dans ces environnements extrêmes révèle comment leur intelligence et leur comportement ont pu s'adapter face à des conditions parfois hostiles et changeantes. Tout d'abord, il est important de comprendre que ces environnements extrêmes pouvaient concerner des variations climatiques importantes, par exemple des périodes glaciaires ou arides, des événements volcaniques massifs, des incendies géants, ou encore
la chute d'astéroïdes, provoquant des extinctions majeures. Chacun de ces contextes imposait des contraintes spécifiques qui, pour être surmontées, demandaient des capacités d'adaptation à plusieurs niveaux. Sur le plan cognitif, les dinosaures avaient à ajuster leur stratégie de recherche de nourriture, de reproduction et de protection face aux prédateurs dans des milieux souvent changeants rapidement. Certaines espèces montrèrent une grande plasticité comportementale, modifiant leur zone de vie ou période d'activité pour s'adapter aux nouvelles conditions. Par exemple, la migration saisonnière, attestée par des traces fossiles et analysée dans des populations de sauropodes, suggère une forme de planification et de mémoire spatiale développée, disposant de tactiques pour éviter les périodes les plus difficiles. Par ailleurs, la capacité à vivre en groupe se révèle être un avantage considérable dans ces contextes. Le regroupement pour se protéger des prédateurs ou partager les ressources dans des environnements stressants implique une intelligence sociale avancée, capable de coordonner des réactions collectives et de transmettre rapidement des informations sur les dangers ou opportunités. Les adaptations sensorielles jouent aussi un rôle clé. Dans des conditions de faible visibilité, comme après des éruptions volcaniques ou durant des tempêtes fréquentes, les dinosaures devaient compter sur des sens affinés. Odorat, oui. Vision nocturne. Pour détecter les aliments ou les prédateurs. Cela nécessitait un traitement cérébral rapide et efficace, des informations, une preuve indirecte de leur intelligence fonctionnelle. Les catastrophes naturelles majeures, en particulier la chute d'astéroïdes à la fin du Crétacé, testèrent probablement la résilience cognitive des dinosaures. Les espèces capables de modifier rapidement leur comportement, d'exploiter de nouvelles niches écologiques ou d'adopter des modes de vie plus généralisés possédaient un avantage sélectif. Cette hypothèse s'appuie notamment sur la survie des oiseaux, descendants directs de certains dinosaures, connus pour leur intelligence et leur grande capacité d'adaptation. Enfin, la paléontologie livre aussi des exemples d'espèces qui manifestaient des adaptations morphologiques, combinées à un comportement intelligent dans ces milieux. Par exemple, certains théropodes vivaient en régions polaires, à des latitudes élevées, où ils affrontaient des périodes prolongées d'obscurité et de froid. Leur comportement suggérait l'existence de stratégies de thermorégulation, de gestion de l'énergie et peut-être d'activités adaptées aux cycles saisonniers rigoureux. En somme, l'étude des dinosaures dans des environnements extrêmes met en lumière une facette essentielle de leur intelligence. Non pas une capacité abstraite, mais une intelligence pratique et adaptative permettant de jongler avec des conditions écologiques autrement imprévisibles. Leur résilience cognitive est un témoignage de la flexibilité de l'évolution, profondément ancrée dans la biologie cérébrale et comportementale. Cette compréhension enrichit notre perception de ces créatures mythiques, pas seulement comme des animaux fossiles, mais comme des êtres dynamiques, évolutifs et capables d'impressionnantes réponses aux défis extrêmes, des caractéristiques qui trouvent désormais une nouvelle résonance dans l'étude moderne de la reconstitution numérique et de la robotique, outils clés de notre exploration finale de leur intelligence et comportement. L'étude des dinosaures a toujours été un défi majeur, notamment en ce qui concerne la compréhension de leur intelligence et de leur comportement. Domaines où les preuves restent souvent fragmentaires et indirectes. Toutefois, l'avènement des technologies numériques, en particulier la reconstitution numérique en 3D et la robotique, a ouvert de nouvelles perspectives révolutionnaires. Ces outils permettent aujourd'hui de dépasser les limites des observations classiques pour modéliser, simuler et expérimenter directement des aspects du comportement et des capacités cognitives des dinosaures, en s'appuyant sur des données fossiles précises. La reconstitution numérique, notamment à travers la tomodensitométrie, CT scan, offre une image tridimensionnelle ultra détaillée des fossiles.
Les chercheurs peuvent ainsi reconstruire le crâne, les ossements et même les tissus mous fossilisés de façon virtuelle, respectant parfaitement leur anatomie originale. Cette modélisation est un outil puissant pour étudier la forme, la taille et la complexité des cerveaux fossiles via les endocastes virtuels. Mais elle permet aussi de reconstituer la posture, la cinématique des membres, ou encore les mécanismes de la mastication et de la locomotion. Grâce à la modélisation informatique, il est possible d'explorer virtuellement le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Par exemple, les chercheurs simulent les flux nerveux ou étudient les aires cérébrales à fort développement pour évaluer la sensibilité sensorielle ou les capacités cognitives. Cette méthode transforme l'analyse qualitative en données quantitatives exploitables pour comparer différentes espèces et affiner les hypothèses sur leur intelligence. La robotique, quant à elle, joue un rôle complémentaire et fascinant. En créant des robots inspirés de l'anatomie des dinosaures, les scientifiques peuvent tester directement des comportements dans un environnement contrôlé. Ces robots reproduisent fidèlement la biomécanique, permettant d'éprouver la mobilité, la vitesse ou les stratégies de chasse et de défense supposées chez certaines espèces. Par exemple, des robots à l'apparence et au mouvement de dromaeosauridés permettent d'étudier la stabilité dynamique lors de la course ou la coordination des membres pour la capture d'une proie. Ces expérimentations apportent un éclairage inédit sur les facultés motrices et les limitations physiques. Informations essentielles pour comprendre le lien entre cerveau, comportement et adaptation environnementale. Elles permettent également de tester des hypothèses sur les interactions sociales, la reconnaissance de partenaires ou encore les réponses aux stimuli en simulant l'environnement naturel le plus fidèle possible. En outre, la modélisation numérique intégrée aux données paléoécologiques, climat, végétation, cohabitation avec d'autres espèces, offre une vision globale des écosystèmes, permettant de contextualiser les comportements individuels et sociaux des dinosaures. Cette approche holistique aide à comprendre comment l'intelligence s'est développée en réponse aux contraintes écologiques. L'intégration de la robotique avec l'intelligence artificielle, IA, pousse encore plus loin cette démarche. En programmant des comportements adaptatifs, d'apprentissage ou de coopération, les robots peuvent simuler des dynamiques sociales et des stratégies évolutives hypothétiques, explorant ainsi les mécanismes cognitifs qui auraient pu exister chez les dinosaures. Cette expérimentation virtuelle forme un véritable laboratoire de test pour l'étude des origines de l'intelligence animale. Cependant, ces technologies ne sont pas sans limite. Elles reposent sur les données disponibles, qui restent incomplètes, et sur des modèles où une part d'interprétation est inévitable. L'innovation est néanmoins un formidable levier pour confronter les hypothèses à la réalité simulée, pousser les limites de notre compréhension et ouvrir de nouvelles voies interdisciplinaires entre paléontologie, neurosciences, robotique et informatique. En conclusion, la reconstitution numérique et la robotique constituent aujourd'hui des outils incontournables pour approfondir la connaissance de l'intelligence et du comportement des dinosaures. Elles transforment les fossiles figés en acteurs dynamiques d'une histoire vivante, rendant possible ce qui, il y a peu de temps, relevait encore du domaine de la pure spéculation. Ces avancées technologiques promettent un futur riche en découvertes, où les dinosaures retrouveront mouvement, cognition et vie dans nos laboratoires, offrant ainsi une plongée inédite dans les mystères de leur cerveau et de leur comportement.